Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Approche générale du récit cinématographique. 1. Sémiologie et sémiotique du cinéma. C'est la sémiologie de la réalité qu'il faut entreprendre. La réalité, c'est un cinéma en nature. Pepe Pasolini, L'expérience hérétique. La grande syntagmatique et son cercle vicieux réductionniste. D'après Roger Audin, auteur d'une classification historique et méthodologique des études sur le langage cinématographique, les modèles grammaticaux et linguistiques sont les deux principaux modes d'analyse de ce même langage. Le premier, inspiré d'une perspective syntaxique et stylistique, se distingue de l'autre, linguistique et scientifique, parce qu'il tend à une application métaphorisante et normalisante. Dans cette perspective, c'est à Metz que revient le mérite d'avoir mis un terme aux tendances normatives, applicationnistes et métaphorisantes des modèles antérieurs. De plus, cet auteur est celui qui a défini la relation entre le cinéma et la linguistique. Mais si, d'un côté, Metz a mis un terme à la démarche métaphorisante des théories précédentes et s'il multiplie les précautions scientifiques, de l'autre, il aboutit à des applications linguistiques réductionnistes, réduction du cinéma à un langage par la réduction des images et du récit cinématographique qu'elle compose à des énoncés, et normalisante, réduction du cinéma à une syntaxe narrative véhiculaire qui implique un retour à la grammaire. Outre sa tendance normative et applicationniste, la démarche metzienne est aussi métaphorisante. En effet, c'est du moins notre point de vue, le cinéma n'est pas un langage. Dans un premier temps, Metz formule une critique rigoureuse à l'égard des théoriciens qui, par naïveté ou par dogmatisme, comparaient le cinéma à une langue. Pour Metz, il s'agit avant tout de préciser que le cinéma n'est pas une langue, au sens strict tel qu'il est assigné par les linguistes, dans la mesure où il ne présente pas une double articulation. Dans un deuxième temps, Metz étudie les rapports existants entre le cinéma et le langage car d'après lui, passer d'une image à deux images, c'est passer d'une image au langage. Metz, 1964, page 63. Or, ce passage ne peut pas constituer un langage cinématographique. En effet, il remarque que si le cinéma devient un langage, c'est parce qu'il raconte de si belles histoires. Metz, 1964, page 64. Mais le fait que le cinéma raconte des histoires, aussi belles soient-elles, n'est pas suffisant pour qu'il devienne un langage. Il faut faire appel à deux opérations sémiologiques supplémentaires. D'une part, le film, c'est-à-dire l'histoire, doit être soumis aux règles langagières. D'autre part, les images doivent être assimilables à des énoncés narratifs. Metz définit le cinéma comme un langage sans langue. En d'autres termes, le cinéma est un langage culturel et à ce titre, il ne se définit pas par des unités ou éléments linguistiques à l'instar de la langue, mais d'abord par des règles langagières syntagmatiques puis paradigmatiques. Chez Metz, la syntagmatique est la règle d'usage langagier fondamentale du cinéma. Elle possède plusieurs caractéristiques. Elle représente un code cinématographique par excellence, qui organise la logique d'action et le message global du film, égale diégèse. C'est aussi une règle qui spécifie les figures, segments ou syntagmes passibles d'occurrence dans la bande d'image, au niveau des grandes unités du film narratif classique. Enfin, elle désigne les types d'agencements qui régissent le discours filmo-narratif. Égale récit pris en tant que discours narratif ou narrativité. La grande syntagmatique metzienne entraîne un cercle vicieux. L'assujettissement du cinéma à la narrativité, égale séquence racontante d'énoncés narratifs actualisés, passe par l'assimilation des images et du récit filmique à des énoncés narratifs iconiques. Or, nous n'avons aucune raison de traiter le cinéma comme un discours narratif, séquence racontante d'énoncés, si l'on n'assimile pas les images à des énoncés. Par ailleurs, il n'y a pas non plus de raison de comparer les images à des énoncés si l'on n'assujettit pas le cinéma à un récit conçu en tant qu'objet langagier représentant un état de choses. Le cercle vicieux suppose donc au moins deux réductions qui fonctionnent comme un relais entre l'une et l'autre. La réduction des images et du récit à des énoncés soumis aux règles langagières syntagmatiques. La sémiologie de Metz est essentiellement axée sur la syntagmatique, puisque la paradigmatique est selon lui, indéfinissable et illimitée. Autrement dit, les unités qui entrent en communication restent indéfinies et les spectacles profilmiques sont à eux seuls illimités.
De plus, Mess distingue 4 autres codes spécifiques, les codes de ponctuation, iris, volet, fondu, etc., les mouvements d'appareil, travelling, panoramique, caméra à la main, etc., l'organisation du son par rapport à celle de l'image, voix in, voix off, etc., et le montage. Chacun de ces codes sont provoqués les uns par les autres et il conviendrait d'y inclure aussi les codes non spécifiques, codes moraux, musicaux, codes de jugement de ressemblance, etc. Toutefois, ceux-ci sont secondaires, même dans le cas du code de montage, dans la mesure où chez Mess, ils sont tous au service de la construction de l'intelligibilité du film. Ainsi, le langage cinématographique se fonde presque entièrement sur la syntagmatique des films narratifs classiques. En effet, seul le va-et-vient méthodique de l'instance filmique, égale l'image prise en tant que signifiant narratif, à l'instance diégétique, contenu narratif ou signifié, peut aider le sémiologue à bien découper et à comprendre les films et le langage cinématographique. La question de l'analogie. Par-delà le cercle vicieux réducteur, l'analyse sémiologue implique 2 préjugés, l'impression de réalité et le retour à la grammaire. En effet, la grande syntagmatique repose sur l'idée qu'une image détiendrait a priori une signification au sens où elle reproduirait la réalité selon le modèle d'une perception naturelle. Dans une perspective sémiologique, l'image renvoie à une réalité préexistante et la représentation cinématographique se contente, pour être bref, d'endosser les clichés de la représentation tout court. C'est la raison pour laquelle, chez Mess, autant les images que le montage ne sont que de simples moyens de représentation. Or, le montage est un choix perçu comme un mouvement et pas seulement comme un simple moyen de transmission d'un message. On peut certes, dit Ropars, concevoir un langage cinématographique qui estompe le mouvement du montage en le calquant sur une imitation conventionnelle de la perception réelle, ou en le soumettant au schéma d'une histoire dont il ne serait plus un véhicule logique. L'effet de sens tiendrait alors à la fascination qui crée chez le spectateur la perception d'une réalité dégagée de sa pesanteur et dont les apparences s'identifient immédiatement à leur signification. Mais il existe aussi une forme d'expression qui, en accentuant sans cesse les différents types de mobilité offerts par l'expression cinématographique par des déplacements de caméra ou par des ruptures de montage, rend le mouvement sensible en lui-même et soumet un caractère représentatif à l'image. On ne pourrait mieux expliquer l'opération de la sémiologie consistant à mettre entre parenthèses l'expression cinématographique, c'est-à-dire l'image-mouvement. Il convient de rappeler que la sémiologie s'intéresse à l'étude des codes, règles et configurations structurales spécifiques, lesquelles conditionnent les images cinématographiques et font du cinéma un langage. Or on observe une difficulté en sémiologie dès lors que cette discipline se confronte au thème de l'analogie. Comment est-il possible de combler le fossé qui sépare l'image analogique, laquelle procède par jugement de ressemblance ou d'impression de réalité, du code langagier, lequel procède par traitement d'éléments conventionnels, rapports logiques et systématiques? L'analogie, on le sait, renvoie à des codes qui font varier le jugement de ressemblance. Néanmoins, Mess est conscient que ces codes sont socioculturels et par conséquent, ils ne peuvent combler le fossé entre l'image et les codes spécifiques. Aussi, la solution proposée par cet auteur est-elle interne. L'image doit être digitalisée de l'intérieur. Ce n'est pas seulement de l'extérieur, affirme Mess, que le message visuel est investi par la langue, rôle de la légende qui accompagne la photographie de presse, des paroles au cinéma, des commentaires à la télévision, etc. Mais aussi de l'intérieur et dans sa visualité même, laquelle n'est intelligible que parce que ses structures sont partiellement non visuelles. Mess, 1977, page 25. Force est de constater que si Mess a défini l'analogie à partir d'une impression de réalité, la seule possibilité qui s'offre à lui est celle du passage à un au-delà de l'analogie. En effet, substituer un énoncé à une image et un récit, égale discours narratif, séquence racontante en énoncé actualisé, à un montage implique d'une part l'attribution d'une autre apparence et d'autre part un passage incontournable à un au-delà de l'analogie, confère. Deleuze, 1985, pp 33-42. On retire donc à l'image son caractère le plus authentique, le mouvement, et avec lui tout ce qui caractérise l'image cinématographique, cadrage, découpage, montage, etc., laquelle ne consiste pas seulement en un moyen de communication. Après l'au-delà de l'analogie,
Metz a essayé de relativiser l'importance de la syntagmatique et de celle qui lui est corrélative, l'impression de la réalité. Les principaux postulats de la sémiologie reposant sur les travaux de Metz impliquent au moins deux opérations très subtiles. D'une part, l'image comme le récit sont toujours renvoyés à une réalité préexistante. En ce sens, tous deux consistent à endosser les significations présupposées du réel, les clichés de la représentation stricto sensu. On reconnaît ici un discours phénoménologique. Par ailleurs, l'image et le récit sont éloignés de toute réalité possible, ils sont échangés graduellement par une série de codes garantissant leur propre présence. La série de codes qui explique l'image et le récit conduit toujours à une référence au désir, que l'on suppose être celui d'une première personne, égale le grand imagier, le sujet racontant, le narrateur, etc. Puis d'une seconde et ainsi de suite. L'image et le récit n'auront jamais leur réalité car elles s'effacent toujours à un autre niveau, celui du signifiant et de l'imaginaire. On reconnaît ici les discours du linguiste et du psychanalyste. Vers une sémiotique du cinéma. Il nous semble que Pasolini est le premier théoricien à avoir tenté de construire une sémiotique du cinéma, indépendante de la linguistique. D'ailleurs, ses écrits cinématographiques réunis dans le recueil L'expérience hérétique en sont un témoignage, Pasolini, 1976. Cependant, le mérite d'avoir fondé et développé une sémiotique du cinéma, de manière rigoureuse et consistante, revient à Gilles Deleuze. Plus encore, cette sémiotique semble même être devenue pasolinienne avec Gilles Deleuze. Avec Cinéma 1, l'image mouvement et Cinéma 2, l'image temps, le pas est franchi entre ce qui fait de la sémiotique du cinéma, mais aussi du cinéma lui-même, une science descriptive de la réalité comme en rêvait Pasolini. Chez Pasolini, le cinéma est une langue, la langue écrite de la réalité, et la sémiotique, la science descriptive de la réalité, c'est-à-dire une science qui étudie les images et les signes cinématographiques en tant que langue de la réalité. La sémiotique du cinéma ne peut pas se confondre avec la linguistique car le cinéma est fondé, dit-il, sur un système de signes différent du système de langues écrites ou parlées. Pasolini, 1976, page 161. Dans la perspective de Pasolini, l'image cinématographique ne se réfère ni à l'impression de réalité, ni à l'énoncé, mais plutôt à une réalité tout court. Dès lors, il s'agit donc de comprendre les conditions de droit qui expliquent pourquoi le cinéma représente la réalité à travers la réalité. Pasolini, 1976, page 199. La question qu'il se pose est la suivante. À quelles conditions les objets réels et les actes de la réalité constituent-ils l'image cinématographique, égale phonème de l'image, et réciproquement, l'image de la réalité, égale monème de la réalité? Si le cinéma est une langue écrite de la réalité, c'est bien parce qu'il présente une double articulation sémiotique et non linguistique au travers de laquelle il présente la réalité à travers la réalité, ses objets, ses formes et ses actes. La double articulation cinématographique est déterminée indépendamment de tout système ou d'unité linguistique, car il s'agit d'une double articulation imageante dans la mesure où le plan possède deux pôles. Il est déterminé en tant qu'unité, égale monème, par le montage selon qu'il exprime l'intégration d'un tout qui ne cesse de se différencier entre les objets, égale cinème, ou selon qu'il exprime les unités qui le composent. Ces deux processus ou axes déterminent la constitution de l'image mouvement, le plan, telle que celle-ci est définie par Deleuze. D'une part, l'image mouvement, le plan devient une réalité en fonction de son mouvement, lequel dépend de l'expression d'un changement ou du devenir d'un tout, processus d'intégration. D'autre part, ce devenir, quant à lui, ne cesse de se distribuer et de se différencier entre les objets et les actes qui constituent l'image, processus de différenciation. En d'autres termes, les objets et actes de la réalité sont des unités de l'image mouvement, puisque cette dernière devient une réalité qui parle à travers ces objets. À une certaine époque, l'effet Kuleshov est apparu comme une véritable démonstration de la ciné-langue. Or B. Balázs, J-Mitry et Ch. Metz ont signalé que l'effet Kuleshov prouve précisément le contraire. En effet, si le plan peut avoir des significations très différentes selon la manière dont il est agencé par le montage, c'est parce que celui-ci serait inconsistant en tant qu'unité morphologique. Mais si ce même plan n'a pas de consistance, c'est parce qu'il a été morphologiquement repéré.
Or le plan a certes une unité consistante. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une unité linguistique mais plutôt d'une unité de mouvement. Le plan serait tout au plus une unité prise dans une double exigence imageante, laquelle est elle-même constituée par les deux processus qui affectent les images cinématographiques. Il semble donc que la description pasolinienne de la double articulation cinématographique soit un contresens dès lors qu'elle est conçue en termes morphologiques sur le modèle de Metz, et non en termes imageants. À ce sujet, nous sommes parfaitement en accord avec Deleuze quand il montre que la double articulation pasolienne serait avant tout un double processus imageant qui affecte le cinéma en le transformant en une langue de la réalité. En effet, il nous semble que les théories de Pasolini peuvent se passer de ces analogies linguistiques et c'est sans doute l'un des objectifs de sa sémiologie. La tentative, dit-il, d'interpréter sémiologiquement les communications visuelles présente cet intérêt, permettre à la sémiologie de prouver ses possibilités d'indépendance par rapport à la linguistique. Pasolini, 1976, page 259. Il convient de revenir sur le thème de l'analogie. D'après Deleuze, l'image cinématographique, l'image-mouvement est la chose même, Bergson, la modulation de l'objet. L'image-mouvement, dit-il, est l'opération du réel dès lors qu'elle constitue l'identité de l'image et de l'objet. La distinction de l'image et de l'objet ne peut être pertinente qu'au travers d'une immobilisation de l'objet, c'est-à-dire de l'image elle-même. Pour les sémiologues, la définition du cinéma ne repose pas sur le mouvement mais sur la narrativité, sur une séquence racontante d'énoncés. Car selon ces derniers, la narrativité, et non le mouvement, caractérise le cinéma. Le mouvement est mis entre parenthèses parce qu'il ne peut donner lieu qu'à des lectures plus ou moins naïves, ou mieux, à des lectures qui s'intéressent au sens produit et non à la production de sens. Deleuze remarque à juste titre que le cinéma n'est pas un langage mais une masse ou une matière plastique, asignifiante et asynthétique. En outre, cette masse n'est pas linguistiquement formée, elle n'est pas pour autant armorphe mais plutôt formée sémiotiquement. C'est une condition, antérieure en droit à ce qu'elle conditionne. Ce n'est pas une énonciation, ce ne sont pas des énoncés, c'est un énonçable. Nous voulons dire que lorsque ce langage s'empare de cette matière, et il le fait nécessairement, alors elle donne lieu à des énoncés qui viennent remplacer les images et les signes. Deleuze, 1985, page 44. Deleuze évoque à cet égard le travail de deux linguistes, Louis Hjelmsleff et Gustave Guillaume, d'après lesquels la langue et le langage sont conditionnés par une matière prélinguistiquement formée, un corrélat propre à toute langue ou à tout langage. Rappelons que Hjelmsleff parle d'une matière informe. Dans la traduction française on utilise plutôt le terme matière ou celui de sens, et en anglais on la traduit par purport qui précède en droit la substance, matière formée. Selon Hjelmsleff, la matière devient substance lorsque la forme se projette sur la matière, comme un filet tendu projette son ombre sur une surface ininterrompue. Cette métaphore exprime bien le rapport entre les trois niveaux. La surface ininterrompue c'est la matière, l'ombre, la substance et la forme, le filet tendu. D'ailleurs, dans la linguistique de Guillaume, il existe une notion qui nous rappelle celle de la matière. Néanmoins, contrairement à Hjelmsleff, il transforme cette instance en une condition et en un fondement de sa linguistique en lui donnant une détermination concrète. Chez Guillaume, dans la langue, chaque unité signifiante minima correspond à un et un seul sens, égal signifié de puissance, malgré l'infinité de significations, effets de sens qu'il peut recouvrir de fait dans le discours, parole. En effet, chaque unité minima signifiant signifié est un point de vue partiel, une image actuelle, instantanée, une coupe ou une visée particulière sur le sens. Le sens d'un mot ne peut pas se loger directement dans le discours car il doit se décrire comme un mouvement de pensée, comme le mouvement progressif d'une notion. C'est pourquoi la langue est appelée une psychomécanique. Ainsi, chez Guillaume un signifiant de fait est une actualisation, une image instantanée, une image mouvement prise sur une matière mouvement. Par ailleurs, Guillaume est aussi à l'origine d'une chronogénèse, laquelle révèle que les processus de verbalisation produisent de véritables images-temps. Au travers de la psychomécanique et de la chronogénèse, Guillaume opère un bouleversement dans la linguistique. La langue devient un système ouvert de positions différentielles inclusives et non un système clos d'oppositions exclusives. Pour la sémiotique, le cinéma est un système de signes ou d'images prélinguistiquement formés,
lesquelles sont autant de déterminations d'une matière non langagière, corrélat de toute langue ou langage. De ce point de vue, la linguistique ne peut être qu'une partie de la sémiotique. La linguistique, de même que la sémiologie metzienne, s'approprie des matières signalétiques et des régimes sémiotiques multiples et hétérogènes pour en tirer des unités, des structures signifiantes et des énoncés langagiers. Au travers de cet aperçu de la sémiologie du cinéma, nous avons tenté de voir quelles étaient les opérations nécessaires qui permettaient à Metz de dégager les règles langagières. L'affirmation de Deleuze selon laquelle la linguistique n'est qu'une partie de la sémiotique ne revient pas à dire qu'il y aurait des langages sans langue. De fait, la langue n'existe qu'en réaction à une matière non langagière qu'elle transforme. De même, pour Pasolini, le cinéma est composé de faits linguistiques purs, c'est-à-dire des faits sémiotiques qui représentent la réalité indépendamment des unités linguistiques. Il faut saluer Pasolini en tant que grand précurseur car il nous semble que sa sémiotique, aussi sommaire et fragmentaire soit-elle, a préfiguré les deux principaux chapitres de la sémiotique deleuzienne du cinéma, comparée à la linguistique de Guillaume. Celui de l'image-mouvement et des kinostructures, ou de sa psychogénèse, et celui de l'image-temps et sa chronogénèse. Or, nous allons voir que ces deux chapitres de la sémiotique pure du cinéma correspondent très exactement aux deux chapitres d'une sémiotique pure du récit cinématographique. Le monologue intérieur et ses processus imageants narratifs véridiques, et le monologue narrativisé, égale discours indirect libre, et les processus imageants narratifs non véridiques et temporalisants. La réduction diégétique, la grammaire retrouvée. Bien que condamnée par Metz, nous avons affirmé que la grande syntagmatique implique aussi l'idée d'une grammaire cinématographique. En effet, si les films artistiques sont constitués pour les sémiologues, de même que pour les films véhiculaires, c'est parce qu'il existe pour tous deux une syntaxe narrative préexistante, indépendante des divers types d'images et de montages qui varient selon les auteurs, écoles et mouvements cinématographiques. Certains théoriciens ont observé que le récit cinématographique s'est développé peu à peu, au travers d'une intervention stylistique et expressive. Il s'agit d'une conquête et non d'une donnée de l'image cinématographique. De plus, le récit ne se réduit guère à une communication faite au travers d'agencements immuables, d'une diégèse ou d'un état de choses. Nous ne pouvons pas accepter la qualification de récit attribuée à des histoires, où, comme dans les films véhiculaires, le sens adhérerait immédiatement et uniquement au découpage des événements représentés. En outre, dans beaucoup de films, et pas exclusivement dans le cinéma moderne, la diégèse et les événements ne sont pas directement repérables et les enchaînements ne sont pas codifiables en eux-mêmes. Certains films mettent en cause, par exemple, la distinction entre segments descriptifs et segments narratifs, distinction très importante dans la syntagmatique metzienne. À titre d'exemple, Ropars reprend la séquence des brouillards sur le port d'Odessa dans le cuirassé Potemkin, où le descriptif devient narratif, pour montrer que les critères diégétiques qui ont présidé à la grande syntagmatique sont très souvent inopérants, insuffisants et non pertinents. Beaucoup de critiques ont objecté à Metz que la grande syntagmatique ne peut s'appliquer qu'à ce cinéma, narratif, classique, diégétique, etc., où le sens adhérait immédiatement aux événements représentés. C'est pourquoi ils ont opposé, contrairement à Ropars qui ne se pose pas la question en ces termes, un cinéma narratif à un cinéma non narratif, cinéma expérimental, dis-narratif, le cinéma de Rob Grillet par exemple, ou non diégétique, cinéma direct. Or, le problème se pose autrement, nous y reviendrons tout au long de ce travail. Le véritable cinéma, quel qu'il soit, narratif ou non, privilégie toujours les processus imageants. Toutefois, ceux-ci ne sont pas exclusivement imageants, ils sont très souvent et simultanément narratifs. Ces processus imageants narratifs ne sont absolument pas langagiers, comme le prétend la sémiologie. Les véritables processus narratifs cinématographiques sont avant tout imageants. Ce qui s'oppose au narratif n'est pas l'imageant, mais le narratif tel qu'il est conçu par la sémiolinguistique. Il nous semble que la sémiologie et ses méthodes ne sont pas d'un grand secours pour l'étude du récit en général, et du récit imageant cinématographique en particulier. L'approche sémiologique du récit est inspirée des théories structuralistes qui réduisent le récit à une séquence d'énoncés représentant un état de choses et soumise aux règles langagières et discursives. Au cinéma,
le sens n'adhère pas aux événements ou contenus représentés. D'une part, nous pouvons dire qu'au cinéma les événements ne sont pas représentés. L'image cinématographique ne consiste pas à représenter les objets et actes de la réalité, elle présente la réalité à travers la réalité. D'autre part, le montage n'est pas une instance langagière ou discursive. Le montage est la détermination des images-mouvements. Chaque plan est une coupe sur un mouvement de pensée, comparable à celui que nous ébauchons en nous-mêmes quand nous sommes face à une situation. La durée et l'échelle des plans, ainsi que leurs enchaînements, ne peuvent pas être compris au travers de la grande syntagmatique car ils ne relèvent pas d'un discours signifiant. Au cinéma, nous ne pouvons pas séparer les plans de leur contenu comme pour le langage soumis aux règles dénotatives. Un événement n'est pas perçu de la même manière selon que l'on varie l'échelle des plans, leur durée. Noel Birch remarquait par exemple qu'un gros plan n'a pas besoin de la même durée qu'un plan d'ensemble pour être lu ou perçu. Les cinéastes ont toujours su tirer des conséquences très importantes de ce fait. En jouant avec la durée des plans, ils ont réussi à transformer les rapports entre l'homme et le monde, égal événement imageant présenté. Enfin, le récit en général et le récit cinématographique en particulier ne peuvent pas être compris par la dialectique signifiant-signifié. 2. Le récit cinématographique et ses processus narratifs, imageants. Le récit n'est pas la relation de l'événement, mais l'événement même, l'approche de cet événement, le lieu où celui-ci est appelé à se produire, événement encore à venir et par la puissance attirante duquel le récit peut espérer lui aussi se réaliser. Le récit est un mouvement vers un point, non seulement inconnu, ignoré, étranger, mais tel qu'il ne semble avoir par avance et en dehors de ce mouvement aucune sorte de réalité, si impérieux cependant que c'est de lui, seul que le récit tire son attrait, de telle manière qu'il ne peut même commencer avant de l'avoir atteint. Mais cependant c'est seulement le récit et le mouvement imprévisible du récit qui lui fournissent l'espace où le point devient réel, puissant et attirant. Il ne relate que lui-même, et cette relation en même temps qu'elle raconte, n'est possible comme relation que si elle réalise ce qui se passe en cette relation, car elle détient alors le point où le plan ou la réalité que le récit décrit peut s'unir à sa réalité en tant que récit. C'est pourquoi il n'y a pas de récit, c'est pourquoi il n'en manque pas. Monsieur Blanchot, le livre à venir. Les modèles d'étude du récit en tant qu'énoncé. Les lignes qui suivent ne sont pas destinées à avancer un modèle supplémentaire à l'étude du récit. Elles visent plutôt à réfléchir sur ce qui rend possible l'établissement de ces modèles principaux. Cette réflexion s'avère fondamentale dès lors que la compréhension du récit filmique est bien souvent conditionnée par la conception qu'on possède du récit en général. Si la narration n'est pas un fait cinématographique, ou encore si les processus narratifs ne sont pas immanents au processus filmique, cela est dû au fait qu'elle est conçue en tant qu'objet langagier. Nous avons vu que Mess ne peut asseoir sa conception du récit cinématographique sans l'aide d'une théorie narrative qui soumet la narrativité à une suite d'énoncés actualisés, lesquels obéissent à la dialectique signifié-signifiant. Autrement dit, le langage cinématographique s'identifie aux divers types d'agencements syntagmatiques qui conditionnent les séquences racontantes d'énoncés actualisés. La réflexion de Mess sur le récit filmique est dictée par des théories structuralistes qui réduisent celui-ci à un objet langagier indépendant des processus narratifs non langagiers. Les principales théories du récit, les analyses thématiques ou propositionnelles fondées par les formalistes, la narratologie de Gérard Genette et la théorie mimétique de Paul Ricoeur, tendent à assimiler le récit à un énoncé. Pour que ce récit soit conçu comme une structure langagière, théorie sémantique, discours, narratologie ou signification, théorie mimétique, il faut qu'il soit pris en tant qu'énoncé représentant un état de choses. Chacune de ces théories repose sur une linguistique ou une philosophie qui privilégie une dimension distincte de l'énoncé et pose celui-ci en tant que fondement des autres dimensions. Pour les sémantiques de la prose, le récit est le contenu narratif, l'histoire réelle ou fictive qui fait l'objet d'une séquence racontante en énoncé actualisé. Pour devenir un récit, un événement doit être raconté sous la forme d'au moins deux énoncés, propositions, temporellement ordonnés.
Les énoncés doivent exprimer une dimension chronologique chargée de marquer le rapport de contiguïté-consécution temporelle et causale, manifesté par les rapports entre les prédicats en opposition, et doivent avoir un acteur-personnage constant, l'anaphorie. D'après les sémantiques de l'action, la structure du récit est celle de sa praxis. Le récit a une nature langagière, c'est pourquoi il a une structure, un ça parle ou un ça raconte, indépendante des techniques particulières qui le prennent en charge. La structure du récit demeure identique dans chaque mode où elle s'exprime, film, roman, bande dessinée, etc. La structure ou l'intrigue type du récit est assimilable à un ensemble de propositions, de phrases d'action ou d'états exprimant le changement d'un état de choses désigné. Les sémantiques du récit privilégient donc une dimension de l'énoncé, la désignation. Le récit est donc le langage de la prose, langage de l'action, parce que les énoncés entrent en rapport paradigmatique ou syntagmatique. L'histoire représentée est structurée comme un langage, ça parle. Il existe une autre façon de procéder à l'étude du récit. Cette fois, l'énoncé narratif n'est plus pris en tant que désignation mais il est pensé comme une manifestation ou une énonciation. Il s'agit d'un courant très répandu de l'étude du récit, et est inspiré de la linguistique de Benveniste, notamment de sa conception de l'embrayeur. Gérard Genette est celui qui a fondé ce nouveau mode d'étude du récit. Le récit, dit-il, est l'énoncé narratif, le discours oral ou écrit qui assume la relation de l'événement ou d'une série d'événements. Dans la perspective de Genette, chaque phrase du récit renvoie au narrateur puisque tout récit est fait, au moins virtuellement, à la première personne. La narratologie telle qu'elle est posée par Genette. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.